tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que la musique sur ma dernière vidéo, elle vous a plu. Parce qu'aujourd'hui, genre, ça va être la même chose, en fait. Pas l'histoire, hein, évidemment, hein, mais la musique sans droit d'auteur. Comme ça. Et d'une, YouTube, ils peuvent pas signaler les vidéos. Et de deux, ceux qui ont que ça à foutre de signaler les vidéos des gens, et ben ils n'ont plus aucune raison de le faire avec moi. Il va falloir qu'ils trouvent d'autres occupations de leur journée. Voilà. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis désolée, mais les sensibles, ils vont devoir s'abstenir. Il n'y aura pas de photos choquantes, si vous voulez, mais l'histoire, elle est vraiment dégueulasse. Donc les sensibles, je suis désolée, mais regardez genre ma dernière vidéo, mais vraiment pas celle-ci. Voilà. Je vais répéter encore, je rabâche, mais les abonnements pour vous, c'est gratuit. Les j'aime pour vous, c'est gratuit. Les petites cloches aussi. Bon, c'est un supplément, hein, c'est pour savoir quand ma vidéo elle sort, mais c'est gratuit aussi. Et l'Instagram, il est gratuit. Donc, voilà, ça m'aiderait énormément. Vous savez pas à quel point je rabâche, mais c'est très important. Voilà. En tout cas, bon, bah voilà, pour les autres, et bah, on y va. Aujourd'hui, on va partir dans l'état de Washington. Plus exactement à Carnation. C'est dans le comté de King en fait. C'est une toute petite ville d'environ 4 km². Donc vous voyez, c'est vraiment ridicule. Il y a 2200 habitants. Alors ça c'est selon les chiffres de 2020 évidemment. En fait, ça se trouve dans Snoqualmie Valley. Donc, vous voyez sur les photos parlent d'elles-mêmes. C'est un paysage à couper le souffle. C'est vraiment magnifique, c'est calme, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment parfait. Si vous venez en vacances, franchement, je vous conseille vivement d'aller là-bas. Moi, perso, j'y suis jamais allée, mais j'ai des très très bons retours sur ce coin. Allez, on y va avec mon histoire. C'est donc ici que vit la famille Anderson. Donc nous avons Wayne et Judy qui ont 60 et 61 ans. Ils sont mariés depuis plus de 31 ans. C'est beau, hein. Franchement c'est loin d'être mon cas. Ils ont donc 3 enfants, dont 2 filles et un garçon, qui sont maintenant adultes. Voilà. Wayne, de son côté, lui, avant d'être à la retraite, il était ingénieur chez Boeing à Seattle. Donc Seattle, c'est environ à 43 km de Carnation. Enfin bon, bref, il était donc employé chez Boeing pendant 27 ans. Son beau hobby favori, c'était la pêche. Il était décrit comme un homme qui aimait sa famille, un très bon père, un gars vraiment très bien. Judy, de son côté, elle occupait un poste à la poste. Oui. Elle était décrite comme quelqu'un d'aimable, quelqu'un que tout le monde aimait, selon ses collègues. Voilà. Ils avaient un fils de 32 ans, donc Scott, qui était marié à Erika. Ensemble, ils avaient 2 enfants, donc Olivia, 5 ans, et Nathan, 3 ans. Scott, c'était un homme amical. C'était un bourreau du travail. Et quand il ne travaillait pas, il se consacrait pleinement à sa famille. Un homme vraiment bien. Il n'y a aucun retour négatif en ce qui le concerne. Bravo. Erika, sa femme, elle avait aussi 32 ans. Elle ne travaillait pas, elle s'occupait à plein temps de ses enfants. Son couple avec Scott, il était vraiment parfait. Il n'y a aucun retour négatif sur elle aussi. Les enfants, eux, étaient aimés par tous. Ils étaient vraiment adorés par tout le monde. Ils jouaient avec les enfants du coin, dans leur jardin à l'arrière de la maison. Toujours un coucou aux voisins. Enfin, vraiment des enfants très agréables. Wayne et Judy, donc les parents, ils avaient une première fille. Donc j'ai aucune information de spéciale à part son nom et une des photos. Donc elle s'appelait Marie. Elle s'appelle Marie. Je n'ai pas trouvé
quoi que ce soit d'autre en information. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que c'était la fille aînée, donc des 3 enfants, et que elle et Scott avaient quitté le domicile familial depuis un très long moment. Il nous reste donc la 3e fille maintenant, la petite cadette. Alors, c'est Michelle, 29 ans, en 2007, hein, évidemment à l'époque des faits. Elle, contrairement à son frère et à sa sœur, elle vivait toujours chez ses parents. Michelle, elle avait un copain, donc rencontré sur un site de rencontre. Oui, ne soyez pas surpris, hein, moi aussi, hein, j'étais déprimée en apprenant ça, mais pour certains, les sites de rencontre fonctionnent. Bref, j'arrête mes conneries. En tout cas, son petit copain, donc c'était Joseph McEnroe. Ce garçon, il avait 36 ans en 2007. Ils vivaient donc dans une maison, tous les deux, dans une maison mobile, sur la propriété des Anderson. Donc, pas vraiment en fait dans leur maison si vous voulez, mais bon, ils n'étaient pas loin non plus et sur la propriété. Voilà. Malheureusement, des problèmes financiers commencent à survenir. Et les parents donc de Michelle commencent à lui demander un loyer. Normal, elle est sur la propriété en même temps. Hein, et puis voilà, c'était les vaches à lait qui payaient toutes les factures. Donc bon, voilà. Michelle, elle, ok, elle est au chômage, mais Joseph, lui, il a quand même un boulot chez Target. Mais bon, pour Michelle, c'était la cata, sa vie, elle était finie, tout était foutu, c'était la fin du monde. Enfin, bon, voyez, vous imaginez un petit peu. Alors que je suppose que franchement, le montant du loyer ne devait pas être non plus très, très excessif. Voilà, c'était plus une demande de participation. Enfin bref, à part ce problème, donc tous semblaient heureux, ils vivaient pas dans la misère ou dans le conflit, une bonne famille de classe moyenne. À Noël 2007, donc plus précisément le 24 décembre 2007, les Anderson devaient rejoindre Wayne et Jody. Donc je parle de Scott, Erika, Olivia et Nathan. Ils devaient donc passer un Noël en famille. L'ambiance s'annonçait délicieuse, chaleureuse, merveilleuse, mais bon, en fait, l'ambiance de ce Noël 2007 chez les Anderson va être malheureuse et désastreuse. À 17h, donc à 5h de l'après-midi, Jody emballait donc les cadeaux dans la cuisine, pendant que Wayne, lui, il faisait sa sieste sur le canapé. Donc à ce moment-là, tout était tranquille dans la maison. Et là, t'as 2 personnes qui entrent dans la propriété. Alors c'est sympa d'avoir de la visite au réveillon de Noël, hein, c'est pas le problème. Hein. Ouais, sauf que les 2 personnes, en fait, elles se sont pointées, une avec un 9 mm et l'autre avec un 357 Magnum. Donc autant vous dire que c'était pas des armes en plastique qui lancent des cotillons. Voilà. La femme donc pointe son arme sur Wayne, pendant que l'homme distrait Jody dans la cuisine. La femme tira 2 fois sur Wayne. Bon, pas de bol pour elle, la première fois elle l'a loupé et la deuxième fois son gun s'est enrayé, enfin il est resté coincé. Donc déjà tu peux te dire que c'est pas des tueurs à gages, déjà. Donc l'homme prend la relève évidemment suite à ce fiasco et tue Wayne, il tire 2 fois avant de retourner dans la cuisine et de tirer également 2 fois sur Jody. Bon, je pense que j'ai pas pu garder le suspense bien longtemps. Je pense que vous avez bien deviné que l'homme et la femme étaient Michelle et Joseph. Après avoir tué donc les Anderson, le couple a ensuite traîné les corps jusqu'à l'abri de jardin. Alors bonjour à celui ou celle qui ira chercher la tondeuse à gazon. Ils reviennent ensuite dans la maison pour essayer de nettoyer tant bien que mal la scène du crime pour que ce soit en fait ni vu ni connu pour le futur repas de Noël. Pas sûr cependant que personne ne se rende compte de l'absence de Jody et de Wayne. Hein, mais bon, je dis ça, je dis rien. 1 heure plus tard, donc Scott, Erika, Olivia et Nathan étaient sur le point d'arriver. Michelle et Joseph les attendent. Donc évidemment pas dans le but de manger la dinde et la bûche glacée avec eux, hein, vous avez bien compris. Hein. D'ailleurs, la suite s'avère très glaciale. Tout comme cette satanée bûche. Une fois la famille arrivée, donc avant que Scott et sa femme ne comprennent quoi que ce soit,
Joseph et Michel surgissent, branchés sur le 220 comme on dit. Michel commence une dispute avec son frère sous prétexte qu'il lui devait de l'argent. Sympa l'ambiance de Noël. Hein. En tout cas, Michel termine la dispute en lui tirant 2 fois dessus. Erika arrive à contacter le 911, mais que quelques secondes. Alors que Joseph et Michel, ils allaient s'en prendre à elle, Erika suppliera de ne pas s'en prendre à ses enfants. Mais malheureusement, Nathan, il a été abattu dans les bras de sa mère et la petite juste après. Erika a été la dernière abattue. Elle a d'abord vu mourir toute sa famille devant elle. C'est horrible. Ce jour-là, Joseph et Michel auront fait 6 victimes. L'appel au 911 avait duré que quelques secondes avant que Joseph prenne le téléphone et le balance, mais l'opératrice, elle avait quand même bien compris que la dispute a commencé vraiment à très mal tourner et du coup, elle avait envoyé une patrouille pour aller jusqu'à la résidence. Le problème, c'est que quand la police arrive, la porte principale de la résidence, elle est verrouillée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, à votre avis, les policiers ? Eh ben, ils sont repartis. Je rigole pas. Je suis sérieuse. Ils se sont barrés. Ils n'ont pas cherché à savoir s'il y avait une autre possibilité d'entrer dans la résidence. Ils se sont pas emmerdés. Ils ont fait en fait carrément demi-tour. Alors, je pense que c'était genre en fait. Et Robert, qu'est-ce qu'on fait ? C'est fermé. Ah je sais pas, Gérard. Hein, si je finis en retard, Abigail, elle va gueuler pour la dinde. Hein. Ok, Robert, on se casse. Enfin bon, voilà, un truc dans le genre quoi. Je suis pas persuadée que ce soit les bons noms, mais je pense que le texte est pas loin de la réalité. Enfin bref. 2 jours plus tard, donc le 26 décembre, Jody est censée aller travailler. Et sa collègue et meilleure amie Linda Thiel, inquiète de ne pas voir sa collègue arriver au travail, décide de se rendre à la maison des Anderson. Il était 8h du matin. Et elle s'est retrouvée confrontée au même problème donc que la police. C'est-à-dire que les portes de la propriété étaient pour elle aussi également verrouillées. Et elle en a dans le ciboulot. Elle contourne les portes pour aller jusqu'à la porte d'entrée des Anderson. C'est pas une blague, c'était juste si simple que ça en fait. Linda a aucune formation dans la police, hein. Elle bosse à la poste, hein, je vous le rappelle, hein, et elle a fait mieux que les policiers. Cherchez l'erreur. Bref, Linda frappe 3 fois à la porte, elle regarde par la fenêtre et elle voit une silhouette sur le sol. Alors, dans le doute, si son amie va pas bien, si elle a fait un malaise, elle actionne la poignée de la porte d'entrée et elle rentre. Parce que la porte n'était pas verrouillée. Michel avait pensé à barricader la porte de la propriété, mais la porte d'entrée de la maison n'était pas verrouillée. C'est vrai, il faut pas en faire trop quand même. Attends. Bref, en rentrant dans la résidence, Linda tombe directement donc, sur les corps sans vie d'Erika, Olivia et Nathan. Elle court directement dans la chambre de Judy pour appeler la police. Elle dit en pleurs qu'il y a 3 personnes décédées chez son amie. Elle leur dit aussi qu'elle suspecte leur fille Michelle. À 9h30, la police arrive et découvre d'abord les corps d'Erika, Nathan et Olivia, donc juste derrière la porte d'entrée. Ensuite, ils voient Scott assis au fond du salon contre un mur. Et quelques minutes après, ils iront dans le cabanon de jardin. Alors, pas pour tondre la pelouse, hein, ni pour arroser les plantes, hein, vous inquiétez pas, hein, mais dans le but de chercher les propriétaires, parce que leurs voitures, elles étaient sur les lieux, donc logiquement, ils étaient pas loin. Hein. Donc, vers midi, Joseph et Michel vont arriver à la résidence. Ils arrivent dans leur pick-up en plein milieu de toutes les voitures de police et journalistes. Alors, ils paraissent pas plus surpris que ça, hein. Ils sont pas étonnés que la police soit sur les lieux. Ils posent pas de questions de quoi que ce soit.
Voilà, si tu veux pas paraître suspect, c'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Ça a mis donc la puce à l'oreille des inspecteurs qui commencent donc les interrogatoires. Joseph et Michel ont donc été interrogés séparément. Alors Michel, elle prétend être partie la veille de Noël à Las Vegas pour se marier à Joseph. Donc elle ne pouvait pas être présente au moment des meurtres, mais que par contre, ne trouvant pas Las Vegas, ils avaient fait demi-tour. Vous connaissez plus stupide comme réponse à dire à la police? Franchement, moi non. Le policier, donc se rendant vite compte qu'elle le prenait pour un con, lui demande pourquoi elle pensait que la police était présente. Et là, Michel craque, se met à pleurer, elle avoue tout et dans ses sanglots, quand on lui demande pourquoi elle a abattu de sang-froid 6 personnes, qui plus est sa famille, elle répond qu'elle en avait marre de se faire marcher sur les pieds. Que Scott lui devait 40 000 $ et que, alors, tenez-vous bien, ses parents lui demandaient un loyer. Quand on lui demande pourquoi elle a tué ses neveux, elle répond qu'ils auraient été traumatisés de vivre sans parents. Bravo Michel, bravo, merci beaucoup. C'est vrai que la mort est préférable au traumatisme à vie. Bref, elle avoue donc tout, qu'elle a tout planifié depuis plus de 2 semaines et qu'elle a demandé à Joseph de l'aider. En moins de 2 heures, elle fera une déclaration complète à la police. Elle mène même les autorités à l'endroit où elle avait caché les armes. Donc c'était à Stilegamash River. Le 28 décembre 2007, Michel Anderson et Joseph McEnroe donc, sont accusés de 10 chefs d'accusation de meurtre aggravé. Michel plaidera donc coupable et demandera la peine de mort. Mais les vrais procès attendront 2015-2016. Pourquoi? J'en sais rien. On en vient donc au 25 janvier 2015. Joseph, il a vraiment du mal à s'exprimer au procès parce qu'il est sous traitement médicamenteux, antidépresseur, anti-anxiété, enfin il est bourré de médoc. Il va se mettre à crier d'hystérie, il va se frapper principalement au visage, enfin il n'était pas du tout dans son état normal. Il va craquer quand il va devoir expliquer la mort d'Erika et des enfants. Il a fondu en larmes. Donc il a plaidé, donc Michel l'a complètement manipulé et qu'elle était responsable de la situation. Ouais, sauf que bon, il a tiré quand même lui aussi, donc bon. Michel, quant à elle, lors de son procès, dira « Je voulais que mes parents et mon frère meurent car ils m'ont abusé au fil des ans. » Elle a ajouté « J'ai gâché ma vie à cause de ces connards, c'est pas juste. » Bon, voilà, les preuves apportées tout au long du procès par la suite ont bien évidemment prouvé le contraire. Le juge a dit que Michel Anderson était une tueuse calculatrice. Les deux ayant plaidé coupables, ils ont donc pu échapper à la peine de mort. Mais les deux sont condamnés quand même au final à 6 peines de condamnation à perpétuité. Donc ils ne sortiront jamais de prison, que ce soit l'un ou l'autre. Joseph McEnroe, lui, il est emprisonné au pénitencier de l'État de Washington. La même prison qu'Alex Ivanov, le tueur de masse de Mukilteo. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, elle est très récente, mais voilà, ils sont dans la même prison. Donc ils sont peut-être co-détenus ou potes, j'en sais rien. Enfin bref, Michelle L. Anderson, elle est actuellement au Correctional Center for Women de Washington. Mais elle a changé, elle, par contre, plusieurs fois d'établissement durant son incarcération, dans des établissements psychiatriques d'État principalement. Voilà, parce qu'elle allait pas très très bien. Bon, ben voilà, maintenant en tout cas, vous connaissez la tragique histoire de la famille Anderson, le tragique Noël donc de cette famille, le 24 décembre 2007. Une tragédie stupide due à une demande de participation financière d'un loyer.
dérisoire. J'ai terminé, je vais donc vous faire des énormes bisous, je vais vous dire à très bientôt. Si cette histoire vous a plu, likez, abonnez-vous, mettez la notification de la cloche, l'Instagram, partagez à fond, mais à fond s'il vous plaît, pour que je sois plus visible. Ce serait un miracle pour moi, s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Et pour finir, j'ai justement une moralité à cette histoire. Donc c'est une expression québécoise, il me semble. Fais du bien à un cochon et il viendra chier sur ton perron. Bye.